Pendant plusieurs années avec un ensemble de collaborateurs du pôle. On a pas mal bossé avec Arnaud, on a eu deux postdocs, Chloé et Léo, et puis on était en interaction aussi avec les fédérations de pêche de Savoie, puisque les questions c'était l'impact des salmonités sur les réseaux trophiques d'altitude. On n'a pas voulu regarder en fait simplement l'impact sur les abondances, parce qu'il était assez documenté. Donc nous... Ah, ok. Bon. Et donc nous, en fait, on a étudié 18 écosystèmes dans différents massifs. Et puis, la première question en fait, qu'on s'est posée, c'était qu'est-ce que ces salmonidés consommaient? Est-ce qu'ils allaient consommer principalement des ressources aquatiques, donc qui pouvaient être en lien avec un impact sur la biodiversité des lacs, ou des ressources terrestres? Parce qu'en fait, il apparaît qu'il est possible... D'accord. Ouais. Donc, parce qu'en fait, si les poissons consomment beaucoup de ressources terrestres, on peut dire que possiblement ils vont avoir un impact plus limité sur les organismes aquatiques, et donc en fait ça va en cascade, ça va limiter leur impact sur du développement de périphytons ou de phytoplancton, alors qu'en fait s'ils ne consomment pas du tout de ressources terrestres, en fait ils vont plutôt se focaliser sur des ressources aquatiques, et donc là ils peuvent avoir un impact exacerbé négatif, et qui peut induire des effets en cascade possiblement plus importants. Donc pour regarder ce que les poissons consommaient, on a analysé les compositions isotopiques de la chair de ces poissons. Donc là c'est ce que vous pouvez voir ici pour 9 lacs. Donc là c'est tous les salmonidés qui sont présents. Et puis après là on a les différentes ressources avec les ressources bathiques profondes, les ressources ici pélagiques, et puis après les ressources terrestres et littorales. Ce qui était intéressant de voir, c'est qu'après, quand on utilise des modèles de mélange pour voir les proportions relatives des ressources assimilées par les poissons, la plupart, comme attendu, en fait, consommaient principalement des ressources littorales. Ce qui est en lien avec les études qui ont déjà montré qu'en fait, les poissons pouvaient avoir des impacts négatifs sur les abondances des invertébrés littoraux. Par contre, pour certains systèmes, en fait, on notait des contributions de ressources terrestres assez importantes, jusqu'à 25% des ressources utilisées par les poissons qui pouvaient venir des ressources terrestres. Donc, en fait, ça, après, on a essayé d'y lier à différentes caractéristiques, et puis on a réussi à identifier que la contribution des ressources terrestres au régime alimentaire des poissons, donc elle était principalement importante quand les lacs ils étaient peu profonds, quand ils étaient plus en altitude. Alors ça c'était un petit peu contre-intuitif, on pourra en parler si vous voulez. Quand c'était des petits systèmes, et puis aussi quand il y avait des densités de salmonidés plutôt fortes qui pouvaient suggérer de la compétition. Donc ça c'était intéressant parce que pour la gestion après des écosystèmes, on peut savoir, ça peut guider notre connaissance sur quel type de ressources vont consommer les poissons en fonction du type d'écosystème dans lequel ils sont. Donc ensuite après on a retravaillé parce qu'il y avait eu d'importants efforts. Là c'est en fait les données qu'on a repris, c'était des données collectées par la Fédération de pêche de Savoie depuis 2010. Donc il y avait toute la biodiversité avec invertébrés, zooplancton, phytoplancton et poissons. Et donc on a reconstitué les réseaux trophiques comme ça. Et puis une des questions qu'on s'est posées, c'était en fait on en a généré plein à partir d'un seul réseau trophique, on va dire, qui maximisait les liens possibles, un petit peu comme celui qu'a montré Simon avant. Ensuite, on a fait des probabilités d'interaction, et puis en fait, ça nous a permis de générer plein de réseaux trophiques potentiels. Maintenant, au niveau de ces réseaux, pour avoir une approche un petit peu intégrée du fonctionnement de l'écosystème, en fait, on s'est posé la question dans quelle mesure les salmonidés pouvaient avoir un impact sur la stabilité de ces réseaux trophiques. Donc, la stabilité de ces réseaux trophiques, on a regardé une métrique qui consistait à évaluer quand on a la matrice d'interaction qui lie toutes les interactions entre les espèces, dans quelle mesure on devait augmenter les interactions que les espèces avaient, les interactions intraspécifiques.
Donc comment on avait besoin d'augmenter de l'autorégulation entre espèces. Et ça nous donnait une métrique de stabilité. Si les interactions interspécifiques, donc ce que vous voyez là, suffisaient à ce que le réseau soit stable, en fait le réseau était stable. Par contre, s'il était instable et qu'on devait rajouter beaucoup d'interactions intraspécifiques, ça voulait dire que le réseau était d'autant moins stable. On s'attendait à ce que les réseaux trophiques ils soient déstabilisés par la présence de salmonidés. Et là, en fait, vous voyez, donc là c'est l'autorégulation, plus on doit en mettre, plus notre réseau n'était pas stable. Les réseaux sans poissons, les lacs sans poissons étaient plus stables qu'après les lacs avec poissons. Ça on s'y attendait parce que en fait, les salmonidés qui rajoutent un étage dans le réseau trophique, généralement plus on rajoute des étages dans les réseaux, moins ils ont tendance à être stables. Par contre, alternativement, vu qu'il y avait eu les pêches qui avaient été faites, on avait vu qu'il y avait une distribution en taille des salmonidés qui était assez variable. Et puis, vu qu'il y a des distributions en taille variable, il y a aussi en fait, un changement de régime alimentaire des poissons en fonction de leur taille. Donc les espèces, après, on les a scindées en classes de taille pour leur associer en fait, chacune des régimes alimentaires spécifiques en fonction de leur histoire de vie. Et ça, en fait, après, ce que ça a comme caractéristique sur les réseaux, c'est que ça a tendance à les élargir sur certains niveaux trophiques. Et donc ça, en complément de l'allongement de la chaîne, donc on appelle ça de la diversité verticale, en fait, ça pouvait aussi augmenter la diversité horizontale, et ça pouvait donner des informations aux gestionnaires du point de vue de la gestion en size structure pour leur peuplement, pour limiter l'impact de la déstabilisation. En regardant après comment les métriques de stabilité pouvaient être impactées donc à la fois par la diversité horizontale et verticale, comme je vous ai dit, là on voyait que la max TP c'est la plus grande position trophique, donc en fait c'est l'allongement de la chaîne du réseau trophique. Là on voit que plus en fait, ça augmente positivement et les réseaux deviennent moins stables. Et par contre, donc pour faire rapide, là, on voyait que plus il y avait un pourcentage de liens de salmonidés important, plus en fait les réseaux devenaient stables, et puis aussi quand les salmonidés avaient des chevauchements de régimes alimentaires, et donc ça on repart sur de la redondance fonctionnelle entre classes de taille de salmonidés, dont on a déjà pu parler en termes de redondance fonctionnelle qui peut avoir un impact positif sur la stabilité. Donc ce qui était intéressant dans cette étude-là, c'était qu'à la fin, si on couplait les deux, on voyait que les réseaux ils étaient déstabilisés. Là, généralement, il y avait une tendance positive quand plus on augmentait en niveau trophique maximum, donc plus le réseau s'allongeait à cause des salmonidés. Mais par contre, ça, c'était contrebalancé en fonction de si les salmonidés avaient du chevauchement de régime alimentaire ou pas. Donc ça, c'était intéressant parce qu'on a pu aborder les deux aspects complémentaires de l'introduction des salmonidés dans les lacs d'altitude sur la stabilité des réseaux, à la fois sur leur impact sur le changement de la longueur des réseaux et puis le changement sur on va dire, la largeur, ce qu'on appelait la diversité horizontale. Là, actuellement, on est en train de finaliser après une étude sur les cascades trophiques, puisque après on s'était posé la question, quel est l'impact des salmonidés? Est-ce que c'est des effets quels vont être les véritables effets nets des salmonidés? Et donc, en fait, on parle d'effets à la fois directs et indirects. Et puis là, en fait, on a un postdoc qui a fini par travailler. Si on regarde la cascade trophique, nous, notre question, c'était que là, la cascade trophique, par exemple, d'un prédateur sur une ressource, donc en fait, c'est l'effet d'ordre 2. On appelle ça, donc si le prédateur a un effet négatif sur le consommateur, qui a un effet négatif sur la ressource, en ordre 2, ici, on voit que dans la matrice d'interaction, ça va avoir un effet positif. On s'est posé la question de pourquoi on devrait s'arrêter à l'ordre 2 et qu'en fait, pourquoi en fait, il n'y aurait pas des rebonds et jusqu'où on pourrait aller en termes d'effets indirects. Et donc si on continue en fait, avec les effets indirects, en ordre 3, il n'y a pas d'effet. Après, en ordre 4, il peut avoir un effet négatif et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on est en train de finaliser. Ça fait des résultats très intéressants. Puisque en fait, si on considère que les ordres 2, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire l'effet indirect du prédateur sur la ressource, en fait, on s'attendrait à plus qu'il y ait un effet linéaire croissant, plus en fait on augmente l'effet du consommateur sur la ressource.
En fait, souvent, ce qu'on observe, en fait, là, si on prend les effets nets, en fait, c'est un dampening, une limitation de cet effet. Et ça, ça nous explique pourquoi, dans beaucoup de cas, en fait, on n'observe pas forcément des cascades trophiques. Parce qu'en fait, on prend les effets à long terme et pas juste les effets d'ordre 2 qui sont la cascade trophique habituellement enseignée à l'école, on va dire. Et donc là, juste pour vous montrer, pour finir, là, quand on adressait des perturbations dans ces réseaux-là, en fait, on pouvait voir effectivement l'effet de cascade trophique classique avec là, c'est pour la réponse d'une ressource, avec la ressource qui augmentait, donc l'effet classique d'une cascade. Et par contre, dans un certain nombre de cas, on voyait qu'après, à long terme, la ressource pouvait diminuer. Et donc, en fait, la question qu'on se pose maintenant avec Arnaud et nos autres collègues, c'était qu'est-ce qu'on regarde dans les réseaux trophiques en réponse à une perturbation ou à l'introduction d'un prédateur, et à quelle échelle temporelle on se place pour dire qu'on a eu un effet qui est net, qui s'est stabilisé au cours du temps. Est-ce qu'on regarde une cascade classique relativement court terme, ou est-ce qu'on regarde des effets nets à plus long terme qui peuvent diverger en termes de réponse. Voilà. Et pour finir, là, donc ça nous a stimulé pas mal. Et donc là, on a encore des nouvelles questions sur les salmonidés et puis les interactions qu'ils peuvent avoir avec les verrons. Et donc on a une thèse qui commence sur les impacts couplés des co-biologiques à l'invasion. Quand la truite et le verron sont mis ensemble, comment ils interagissent pour moduler leur impact sur les réseaux trophiques. Voilà. Merci de votre attention.